Alors, retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Regard Croisé. On est obligé de revenir sur la RDC. Les invités, bien sûr, ont réclamé une prise de parole, encore une fois, pour commenter les affirmations de Joseph Kabila qui exige à ce que toutes les parties soient impliquées dans ce dialogue qui se déroule à Doha, au Qatar, pour que la paix puisse revenir dans l'est de la RDC. Bien, moi, je voudrais prendre une partie de ce que mon co-débatteur Adjaou a dit. Lorsqu'il parlait, il n'est pas pour. Non, moi je suis. Kabila soit intégré. En tout cas, qu'il soit pour, pas moi je suis dans mon analyse. Non, mais je refuse pas. Et puis, quand il a parlé d'un dialogue interne qui s'est déroulé à Doha, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un dialogue interne qui s'est déroulé à Doha? Doha, je crois que Doha n'est pas une province de Kinshasa, ni etc. En tout cas, à moins que je ne comprenne pas ce qu'on appelle dialogue interne, mais ça doit se passer sur le territoire pour que les forces... Vous savez, lorsque les dialogues se font à l'extérieur, vous ne savez pas que c'est un manque à gagner pour l'État. Ça dit que les gens qui vont se déplacer pour aller là-bas, les primes, etc. On allait utiliser ces choses-là pour autre chose. Donc moi, je ne comprends pas. De deux, vous savez, même dans notre pays, il y a un moment donné, on est en train d'incriminer certaines personnes qui sont des figures de pourquoi ils ne sortent pas pour intervenir dans tel domaine, parce que les choses comme ça, où il y a telle chose se passe dans notre pays. On a incriminé les gens. Je donne par exemple le nom de notre joueur Adebayor. On dit que c'est une figure. Tout ce qui se passe, on dit qu'il doit sortir. On le pousse à sortir. Une sortie n'est pas forcée. Vous comprenez? Une sortie n'est pas forcée. Vous avez vu que quand, comment l'appelle-t-on, Kabila a été battu en 2019, je crois. En 2019, il est parti rester dans sa ferme. Et il ne parle plus politique. Il ne met plus... ça dit qu'il ne sort plus pour faire des déclarations qui doivent envenimer des situations. Jusqu'à ce qu'il n'arrive au Sénat. Maintenant, lorsque quelque chose se passe comme ça, mais il a le droit de repenser, de repenser avant de sortir. Bon, tout ce qui l'accable, moi je ne parle pas de ça. Mais lorsque nous voulons l'incriminer du fait que des choses se passent, il ne sort pas, c'est sa manière de voir les choses. Moi, je ne l'incrimine pas à ce niveau. Puisque il y a des gens, il y a des chefs d'État africains qui ne parlent jamais quand ils sortent. Vous allez savoir qu'ils sont sortis. Ce n'est pas en sortant que tu diras ce qui peut arranger les gens. Donc aujourd'hui, je n'incrimine pas Kabila de pourquoi il ne sort pas par rapport à tout ce qui se passe là. Deux, maintenant, est-ce que c'est une erreur que Kabila passe par Goma? C'est une erreur. Mais bon, non, j'arrive en dehors de tout ce que les gens pensent. Gabin pense que c'est un message qu'il a envoyé. Pardon? Gabin, il pense ça n'engage que Gabin. Ça n'engage pas le président qui soit passé par là. Quand vous lisez des choses et vous écoutez des interventions, mais Kabila est passé par là, mais arrivé là-bas même, il a reçu les chefs religieux, il a reçu des gens. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un lui prête intention qu'en passant par là, c'est pour saluer les rebelles et activer encore les choses, moi, Kabila a le droit de passer par là où il veut. Et puis, on a dit qu'il y a une résidence là-bas. Mais à cause des rebelles, M. Kabila ne peut pas aller résider là où il a construit. Donc moi, je ne suis pas en train, par mon analyse, je ne suis pas en train de dire, je ne peux même pas affirmer. Ici, on affirme toujours que Rwanda est derrière M23. Est-ce que Rwanda, une fois dit, c'est la vérité? Et les gens vont demander maintenant à Kabila pour vous dire que je suis passé par Goma pour dire bonjour aux gens. C'est pourquoi je dis que ici, tout doit se diriger vers la paix. Tout doit se diriger vers la stabilité de ce pays. Et qu'il faut inclure Kabila. Voilà. Et maintenant, si je vous dis toujours que Kabila, comme il a dit, c'est un homme imprévisible. Même s'il ne l'aime pas, ce n'est pas grave. Mais je sais que Kabila connaît des rouages que Tshisekedi tarde à connaître. Et si on ne voit pas ce côté d'une manière pour inclure tout le monde à ce dialogue, je crois qu'il y aura encore de coquilles quelque part. Alors, Mayaba voulait réagir également. Oui, bon, en fait, c'est pour aller dans le même sens que mon ami. Et pour dire, oui, bon avant Bovi qui disait tantôt que
les débats politiques en RD Congo aujourd'hui, surtout avec les M23, c'est Kabila qui les connaît mieux. Alors, en foulant le sol de Goma, c'est dire quoi? C'est que quand les rebelles le voient et que Kabila peut discuter avec les rebelles, il peut avoir de la calmie. C'est déjà un message. Ça donne en même temps aussi beaucoup plus de crédibilité encore à Kabila. Oui, en fait, c'est ce que je dis. C'est actuellement, par exemple, Gambel a dit, si Kabila va à Goma, il rencontre les rebelles, les chefs religieux, c'est peut-être pour leur donner un message. Dans ce message, il peut être question que c'est peut-être à travers cela, il dit, pour résoudre ce problème, ce n'est pas une question d'aller à Doha ou bien en Amérique, à Washington pour résoudre ce problème. Il faut une discussion interne, c'est-à-dire un dialogue interne, inclusif, avec toutes les parties prenantes. Alors, si aujourd'hui on suppose que les rebelles, c'est l'élément de Kabila, oui, parce que Kabila c'était un guerrier aussi, et il connaît bien sûr les M23, les plaies qui actuellement gangrènent le AFD Congo, Kabila les connaît. Et le pire, c'est que après son départ, Tshisekedi est venu avec une donne. Actuellement, le camp est rangé, les camps sont rangés parce que le plan Tshisekedi aujourd'hui pense que ce que Kabila faisait avec les M23 était du favoritisme. Et qu'aujourd'hui, il faut rompre toute discussion avec les M23. C'est ce que Kabila et Tshisekedi sont en train de dire. Qu'il n'y aura jamais de discussion avec les M23. Aucune. Parce que les M23, c'est quoi? C'est des gens qui sont lésés. C'est-à-dire qu'ils supposent, qu'ils estiment qu'il y a ils rigolent. Par exemple, quand vous prenez par exemple Goma, quand vous prenez par exemple comment on appelle, le nord du Kivu, vous allez voir que c'est les parties où il y a plus de richesse. Et mais les peuples là sont les moins lésés. Ils sont lésés. Donc quand c'est comme ça, les gens prendront quand même c'est des gens qu'on connaît, c'est pas des djihadistes. Les rebelles ne sont pas des djihadistes, au contraire. Parce que c'est des gens qu'on connaît, qu'on peut identifier, qu'on peut discuter avec eux. Et pour qu'ils donnent leur motivation. Mais si ça ne se fait pas, et quelqu'un dit non, niet, quand vous allez, c'est vaille, c'est la guerre, que c'est des accusations de M23 et de Rwanda, puisque Rwanda aussi tire ses bénéfices de ce qui est en train de se faire là-bas. Donc moi je pense que, honnêtement, Kabila, en disant il faut un dialogue inclusif, il faut une discussion qui inclut toutes les parties prenantes, c'est pour trouver une porte de sortie à cette crise-là qui a tant gangréné la RD Congo. Il n'est pas question seulement d'aller à l'extérieur pour discuter. Les problèmes internes sont là. Par exemple, quand vous prenez l'Afrique du Sud, qui a appelé à un dialogue, c'est-à-dire en chose, les gens ont refusé. Et c'est là on dit que, comme ils ont déjà entamé, puisque Kabila même a déjà dit que les éléments de Kabila ont dit que, comme il y a déjà un dialogue qui est déjà en cours à Washington et à Doha, il faut mieux laisser. Alors que les problèmes africains, quand vous prenez les grandes puissances là qui viennent intervenir pour parler de médiateurs et tout, ils savent ce qu'ils cherchent. Oui, donc ils savent ce qu'ils cherchent. Donc de toutes les façons, ils ne viennent pas pour quand même vous caresser dans le sens du poil. Hein. Donc c'est que des intérêts cachés sont là et qu'il faut que nous soyons prudents pour que nous-mêmes nous réglions nos problèmes. Alors, dernière réaction. Oui, puisque j'ai été interpellé. Oui. Au prime abord, un dialogue interne peut se faire à l'extérieur. On avait vu avec la Côte d'Ivoire, il y a eu Marcoussi. Même le Togo, l'accord politique global, est-ce que ça s'est conclu au Togo? Non, c'était à l'extérieur. Mais ce n'était pas un dialogue interne. Voilà, ce n'était pas un dialogue interne comment? Les accords s'étaient imposés à qui? À tout le Togo. Il n'y avait pas toutes les forces vives de la nation, mais ce sont les acteurs les plus importants. Les accords sont imputés à toute la population, mais les accords ne se sont pas tenus sur le territoire togolais. C'est en cela, moi, je parle de c'est un dialogue inclusif. Donc, c'est un dialogue externe, mais dont les décisions prennent en compte tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est un dialogue qui a été fait sur le territoire que c'est un dialogue interne. Le plus important est que ce soit les acteurs en crise qui discutent. Et à Doha, il y a eu le gouvernement congolais, il y a eu l'FCM 23 qui ont été représentés, qui ont discuté. Ce sont ces partis-là qui mettent le pays à mal. Non? Alors, vous pensez donc, que c'est un dialogue interne du moment où il y a des acteurs internes? Bien sûr. Qui sont c'est ce que l'accord de Washington demande. Est-ce qu'il y a un dialogue interne impliquant les acteurs en crise? Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un problème politique. Et on va appeler les ONG pour venir débattre. Eux, ils n'ont rien à voir dans tout ça. En même temps, il y a des médiateurs qui ne sont pas de la RDC. Oui, il y a des médiateurs qui ne sont pas de la RDC. Mais ils ont un poids pour imposer quand même la paix à la RDC. La preuve. La paix ne s'impose pas. La paix ne s'impose pas. Non, attendez.
ce n'est pas parce que... C'est parce que nous croyons que la paix est imposable que nous avons des problèmes. Est-ce que j'ai la parole? Ouais. Bien sûr. Ce n'est pas parce que le président du Conseil, qui n'est même pas de la région, le président du Conseil togolais, qui n'est même pas de la région, n'est pas congolais, qui ne peut pas peser quand même sur l'accord de paix. Il a aussi joué un rôle assez important. Notons que même la plupart du temps, le président Joao Lourenço a tenté de rassembler les partis en conflit sur le territoire congolais et dans d'autres pays africains, mais ça n'a jamais abouti. Mais ces acteurs-là ont accepté se déplacer sur un autre continent pour discuter. Et aujourd'hui, ça fait déjà des mois qu'on n'a plus assisté quand même à des exactions. J'ai aussi entendu de la part de mes co-débatteurs que c'est Joseph Kabila qui connaît au mieux les problèmes du Congo. Moi, ça me fait rire. Sous Joseph Kabila, il y a eu plus de 800 Congolais qui ont été tués par le M23. Vous voyez un peu comment quelqu'un qui maîtrise les problèmes du Congo peut laisser sa population se faire tuer par le groupe qu'il maîtrise? C'est impossible. C'est pourquoi il discute. Si lui aujourd'hui, il a discuté et puis il y a eu des morts. C'est pourquoi il a choisi la discussion pour que... C'est faux et archi-faux. Ce monsieur-là ne peut rien apporter à la RDC. C'est juste de la c'est juste donc, une attitude au temps de Tshisekedi, les gens ne sont pas morts? Les gens sont morts. Félix Tshisekedi le reconnaît. Mais notons que de toute la gouvernance de Joseph Kabila, il y a eu assez de civils tués, il y a eu plus d'un million de déplacés, il y a eu des journalistes enlevés, il y a eu des casques bleus qui ont été tués, et il n'y a jamais eu accord de paix. Donc, à un moment donné, ce monsieur-là doit se ranger et laisser le Congo poursuivre sa vie tranquillement. Alors, on n'aura pas le temps d'en débattre davantage. Ouais, Je pense qu'on a assez fait le tour. Là. On va maintenant aborder le deuxième sujet au risque d'être pris de court par le temps. On va au Burkina Faso où l'arrestation d'un Français pour espionnage soulève des interrogations. Je commence avec vous, Mayaba. Alors, quelles sont les informations connues aujourd'hui sur l'identité, sur les activités de l'individu arrêté au Burkina? Oui, bon, on a arrêté Jean-Christophe, c'est comme ça il s'appelle, qu'il a été interpellé mi-juillet. Actuellement, pratiquement un mois, il est en détention. On ne sait où, dans un endroit secret. Bon, accusé de faire de l'espionnage parce que il a la tête d'une organisation, d'un ONG qui milite, qui donne des informations aux humanitaires qui sont sur le territoire en conflit pour leur permettre de mener les activités en tenant compte certains pesanteurs. Alors, c'est des informations liées à l'insécurité pour leur permettre d'être aux aguets, quoi qu'on le dise. Maintenant, aujourd'hui, dans cette dynamique, il semble que les informations ont fuité et que l'État burkinabé a constaté qu'il est en train de faire de l'espionnage. Il n'est pas le seul à être arrêté dans ce schéma. Il y a 4 des burkinabés qui travaillent dans cette ONG-là qui aussi ont été interpellés. Aujourd'hui, les négociations, surtout la France ne communique pas assez par rapport à cette arrestation parce que il risque, puisque le ministre français des Affaires étrangères aussi n'a pas voulu parler beaucoup sur RFI par rapport à cette arrestation parce que il suppose qu'il y a une négociation qui est en train d'être menée, diplomatique, qui est en train de mener pour sa libération. Mais ce que nous disons souvent, vous savez, nous connaissons déjà la situation délétère qui prévaut au niveau du Burkina, entre la France et le Burkina, et surtout les moments de turbulence que nous connaissons, où le Burkina a renvoyé les Français disent non, nous sommes les plus puissants, tout ce que vous connaissez avec la création de les pays du Sahel qui ont créé la dynamique. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas être facile quand un Français doit être sur un territoire burkinabé, malien, comme peut-être nigérien, pour œuvrer en toute quiétude. Parce que quoi qu'on dise, les gens seront toujours soupçonnés. Ces blancs seront toujours, ces Français seront toujours soupçonnés. Et ce n'est pas à nu, puisque quand vous voyez, la France aussi va vouloir chercher
coûte que coûte certaines alchimies pour pouvoir régler les comptes à ces États-là. Oui, déstabiliser. Bon, même si ce n'est pas déstabiliser parce que c'est une défiance quand même. Ils se disent que non, le Burkina ou les pays du Sahel nous ont défiés. Aujourd'hui, c'est un truc qui va durer. C'est une guerre interne qui va durer longtemps. Une guerre froide. Oui, une guerre froide, j'allais dire, qui va durer et que les gens ne vont pas vouloir. Parce que même quand vous voyez l'ONG dont l'autre parraine, c'est une ONG qui est basée aux Pays-Bas et donc qui est représentée dans 26 pays dans le monde. Aujourd'hui, les gens sont... Ce n'est pas seulement dans ce pays que les ONG travaillent sur des questions sécuritaires pour donner des informations dans ce niveau. Mais s'il advenait que les informations qu'on donne, ça montre à suffisance que ces informations peuvent quand même permettre aux États, à la France ou peut-être à certains pays qui sont en conflit avec le Burkina, de mener à bien ces opérations, ils sont aux aguets. Donc, toute opération qu'un étranger blanc, français, exercerait sur le sol burkinabé, aujourd'hui serait minutieusement étudiée. Et à chaque fois, on se poserait beaucoup de questions. Mais laissons voir les choses parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, le Burkina est en train de prendre un peu de... son chapeau, il est en train de tirer son chapeau par rapport à sa position qui est restée toujours figée parce que le Burkina reste toujours dans sa botte. Et il se dit, bon, aujourd'hui, avec des prouesses, avec nous-mêmes, nous prenons parce qu'il faut changer de partenaire, comme ils l'ont dit, la Russie qui est derrière. Mais ça ne permet pas, ou ça n'empêche pas qu'on ait des courants de pensée différents dans un pays qui veut se prendre en charge et qui veut être comme les autres. À mon avis, le Burkina doit continuer à travailler avec tous les acteurs, surtout que ça doit être dans le sens de la protection des personnes. On ne doit pas mettre quelqu'un sur le carreau. Alors, bon enfant Gouvi, votre réaction par rapport... Est-ce que vous pensez également que cette affaire révèle une méfiance croissante envers les Occidentaux au Burkina Faso? Mais écoutez, vous savez que il y a 3 pays que mon co-débatteur a cité tout à l'heure, notamment le Burkina, le Mali et le Niger, qui ne sont pas dans de bons draps avec l'ancienne colonie, la France. Bon, la nouvelle, ça dit la colonie, la France. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il ne faut pas que nos téléspectateurs croient que toutes les actions que le gouvernement de ces 3 pays pourraient poser soient directement imputables à leur méfiance par rapport à la métropole. Non. Ça veut dire que lorsque le fait s'est avéré et qu'on a vu que les informations ont fuité, ça ne veut pas dire que ces présidents ou bien ces gouvernements-là auraient peur de dire la vérité, et même s'il y a des emprisonnements, mais ils ne devraient pas avoir peur parce que en le faisant, ils auraient des affaires avec la métropole. Ce que moi j'ai constaté ici après l'arrestation de Jean-Christophe, c'est les sorties qui se sont suivies. Et quand vous lisez, vous écoutez les interventions, c'est comme, puisqu'ils sont là pour des analyses sécuritaires, il est forcé que peut-être certaines de leurs interventions pourraient être suspectes, puisque c'est des choses qui doivent être secrètes. Mais quand il y a fuite et que le gouvernement burkinabé a vu que ça peut porter peut-être atteinte à leur intérêt, puisqu'ils sont dans une situation sécuritairement grave, d'accord. Donc, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais je tiens toujours à dire que avant que les gens ne jettent encore de l'opprobre et de quoi sur cette décision du gouvernement burkinabé, il faut que les gens aillent aux informations pour savoir est-ce que ce qui s'est passé, c'est vraiment avéré. C'est ça qui est important. Donc, les membres de ces organisations, le directeur de communication, bien le chargé de communication de l'ONG, reconnaît quand même que étant dans des situations d'analyse de sécurité, il peut arriver quand même qu'ils peuvent fauter. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ils ont dit que Jean-Christophe est bien traité là où il est. Il est bien traité. Ça veut dire que les tractations sont en cours pour voir si on peut le libérer ou le juger.
Donc, c'est les deux choses. Vivement que dans les jours à venir, nous n'avons pas trop d'informations sur ça. Dans les jours à venir, on va voir comment ce dossier va évoluer. Alors, Gabin Adjao. Oui, vous savez, on est en train quand même de parler d'un État. Et un État n'agit pas juste comme ça. Le Burkina Faso, c'est un État assez sérieux. Et à un moment donné, quand de telles décisions sont prises à l'encontre d'un citoyen, fût-il français, c'est parce qu'il y a véritablement des éléments assez probants. Oui. La preuve est que Jean-Christophe n'est pas le seul Français sur le territoire burkinabé. Il y en a plein. Il y en a même qui ont des familles là-bas, qui vivent et qui sont devenus presque des Burkinabés. Et donc, c'est lui qu'on incrimine dans ce dossier-là. Ça veut dire que l'État a pris le temps de faire des enquêtes et de relever des éléments qui concourent au fait que, bon, le monsieur, il est en train de jouer un rôle d'espionnage dans le pays. Pratiquement dans tous les pays de l'AES, il y a eu de ce genre de choses, des arrestations qui ont été faites. Et après, les preuves rassemblés justifie réellement que ces gens-là opéraient pour une entreprise de déstabilisation du pays. Donc, vous savez, nous sommes dans une guerre stratégique aussi. La France, pratiquement, a quitté l'Afrique de l'Ouest, pratiquement. Quand nous prenons le Niger, le Burkina, le Mali, la France n'a plus véritablement d'accord aussi puissant avec les autres pays aussi. Il y a le Sénégal et même la Côte d'Ivoire a fait débarquer entre-temps la base militaire française qui était dans le pays, même si on connaît les accointances de la Côte d'Ivoire avec la France et surtout avec le président Alassane Ouattara. Et donc, on peut dire que même le Togo n'entretient pas ces relations diplomatiques qu'avec la France. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les pays tendent à diversifier leurs relations et tout. Et donc, mais dans ces pays-là, les pays de l'AES, on peut dire qu'il y a eu une rupture assez brusque quand même de ces relations-là. La France ne s'y attendait pas pratiquement. Et aujourd'hui, la France tente par tous les moyens de reprendre la main dans ces pays. Vous voyez un peu, la France essaie de tout faire pour quand même reprendre la main, pour déstabiliser et replacer un pion. Parce que quand Damiba avait pris le pouvoir, personne ne savait que c'était un élément de la France. Mais c'est après que ça s'est révélé que c'était véritablement un élément de la France, un pion de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui est un ami de la France. Et c'est lui-même qui a fait venir même Blaise Compaoré au Burkina. Et là, les Burkinabés se sont rendus compte de la supercherie. Et on ne va pas me dire que non, la France est tellement de bonne foi qu'après cela, ils vont accepter que bon, Ibrahim Traoré conduise le pays tranquillement, sans problème, sans quiproquo. Il y a toujours eu de ce genre de choses en Afrique et Blaise Compaoré et même Thomas Sankara sont des témoins quand même de ce genre de situation. Donc, ces métropoles-là, surtout la France, qui s'est toujours comportée comme un maître absolu sur les pays hier colonisé, la France, c'est difficile pour lui aujourd'hui d'accepter que ces pays-là sont en train de lui échapper. Et donc, cette France-là va essayer par tous les moyens pour quand même reprendre la main parce que non seulement il s'agit d'une question stratégique, mais aussi et surtout une question d'intérêt. Oui. Une question d'intérêt, Dieu seul sait combien l'Afrique interjette dans le budget français. Et donc, avoir un président à son solde, ou bien à la tête quand même de nos pays, ça va donner beaucoup plus de moyens ou bien d'intérêt à la France. C'est pourquoi ils vont passer par tous les moyens. C'est vrai, certains vont dire non, c'est juste quelqu'un qui gère ONG. Mais écoutez, la plupart des entreprises de déstabilisation se financent par le biais de ces structures-là. Les ONG, même les terroristes. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des États vérifient par tous les moyens les mécanismes par lesquels ces ONG-là rentrent en possession des moyens, des fonds pour mener leurs activités. Donc, ce n'est pas rien si aujourd'hui Jean-Christophe est en prison et en détention depuis juin ou bien juillet, depuis juillet. Et donc, ça veut dire que les autorités burkinabées ont mené des enquêtes, d'autant plus qu'il y a encore des ONG dirigées par des Français qui continuent pas à travailler au Burkina Faso. Les Burkinabés n'ont pas de problème avec les Français. Ils avaient un problème avec la manière assez infantile dont la France traitait le pouvoir politique, et donc ils ont décidé de finir avec ça et de prendre leur destin en main. Et donc toute entreprise de déstabilisation ne sera pas acceptée ni par les dirigeants ni par les Burkinabés eux-mêmes. Alors, on arrive au terme de la deuxième partie de cette émission. On va observer la pause. On revient tout à l'heure, juste après le journal.